Est-ce qu'en 2025, ça a encore du sens de faire développer un logiciel sur mesure? Ou est-ce qu'on peut, voire on doit, tout faire en no-code? Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est que ça aille vite. Vous voulez un logiciel qui soit opérationnel en quelques semaines et parfois même en quelques jours. Je ne vais pas vous donner une réponse tranchée, parce que la réalité, c'est que ça dépend. Mais je vais vous donner tous les éléments pour faire le bon choix au bon moment. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous poser une question un peu provocante, mais qui revient de plus en plus souvent dans les discussions. Est-ce qu'en 2025, ça a encore du sens de faire développer un logiciel sur mesure? Ou est-ce qu'on peut, voire on doit, tout faire en no-code? On voit des plateformes incroyablement puissantes sortir tous les mois, des gens qui montent une app en quelques jours, des assistants IA qui aident même les développeurs à coder. Et forcément, comme moi, vous vous dites, mais est-ce que le développement classique, c'est pas en train de devenir une option qui est un peu dépassée? Je vais pas vous donner une réponse tranchée, parce que la réalité, c'est que ça dépend. Mais je vais vous donner tous les éléments pour faire le bon choix au bon moment. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble ce qu'on attend d'un logiciel en 2025 et pourquoi ça change la donne, pourquoi le développement custom est mine de rien de plus en plus remis en question, ce que permet le no-code et ce qui ne permet pas, le retour d'expérience des fondateurs qui ont basculé du no-code vers le code, et surtout, dans quel cas il vaut mieux faire du no-code ou du code, ou les deux, mais bon, pas n'importe comment. Avant même de parler de code ou de no-code, il faut partir d'un truc de base. Qu'est-ce que vous attendez d'un SaaS, d'une app web ou d'un logiciel aujourd'hui en 2025 ? Parce que les attentes ne sont pas du tout les mêmes par rapport à il y a 10 ans. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite tout simplement à consulter mon autre vidéo sur les tendances du marché du développement logiciel en 2025. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est que ça aille vite et que si vous avez une idée, un besoin métier, un process à digitaliser, eh bien vous ne voulez pas attendre 6 mois pour voir quelque chose tourner. Donc si on résume, vous voulez un logiciel qui soit opérationnel en quelques semaines et parfois même en quelques jours. La flexibilité est également un gros enjeu chez les gens qui veulent faire développer un logiciel. Ils attendent que ça fonctionne partout, sur un tel, une tablette, un ordi, et les utilisateurs ne veulent pas d'un truc figé, rigide, qu'on ne peut pas faire évoluer sans tout casser. Et puis le point qu'on voit le plus souvent remonter, c'est que vous voulez que vos équipes puissent se servir du logiciel et les faire évoluer sans avoir besoin d'un dev pour chaque modif. Donc ajouter un champ, un parcours, modifier une règle métier, ça doit être simple, intuitif et puis gérable en interne. Et bien sûr, vous voulez que ce logiciel parle avec les autres outils que vous utilisez déjà. Votre CRM, votre ERP, vos outils de gestion, vos tableaux de bord, tout doit être connecté, fluide, interopérable, sinon il n'y a pas d'intérêt. Enfin, ce que je vois chez beaucoup de clients, c'est vraiment une volonté de valider une idée avant d'investir lourdement. On ne veut pas mettre 50, 100 000 euros dans un développement si on n'est pas certain de l'usage derrière. On veut tester, confronter au terrain, itérer, et c'est un peu cette logique de test and learn qui prend le dessus aujourd'hui. Et donc, c'est là que le no-code commence à faire sérieusement bouger les lignes. Parce que sur ces attentes-là, vitesse, modularité, autonomie, intégration, le code y répond pas encore totalement aujourd'hui, alors que le no-code commence à cocher beaucoup de cases. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça peut remplacer un vrai développement? On va en parler juste après. Pendant longtemps, quand on parlait de créer un logiciel, la réponse était hyper simple. On développe sur mesure, c'était la voie pro, la voie sérieuse. Mais en 2025, on est obligé de se poser la question, est-ce que ça fait toujours sens? Et surtout, est-ce que ça fait sens dès le début d'un projet? Parce que la réalité, c'est que le développement custom, ça reste lourd. Pas toujours bien sûr, mais souvent. Ça coûte cher, surtout si vous voulez bosser avec des vrais profils seniors. Ça prend du temps entre la discovery, la conception, le développement, les tests utilisateurs, les itérations. On parle vite de plusieurs mois et surtout c'est fragile. Un mauvais choix tech, une équipe qui s'en va, un cadrage flou, un scope qui dérape et ça peut vite devenir un enfer à gérer. Même quand vous faites tout dans les règles de l'art, il y a plein de projets qui échouent. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que, in fine, les conditions ne sont pas réunies. Pas assez de budget, pas assez clair, pas assez de temps et trop de dépendance. Et c'est pour ça que de plus en plus, on remet en question ce réflexe de tout développer from scratch, pas parce que le code est inutile, loin de là, mais parce qu'on peut souvent faire plus simple, plus vite pour valider une idée. Et ça, c'est une vraie bascule de mindset en 2025. On vous dit pas arrêtez de faire du développement, on vous dit juste faites-le au bon moment, quand vous avez validé l'usage, quand vous avez besoin de scalabilité, de perf et de personnalisation. Mais pas forcément dès les premiers jours d'un projet. Et c'est exactement là que le no-code entre en jeu. On en parle tout de suite. Le no-code, il faut arrêter de le voir comme un gadget, un truc pour les bidouilleurs du dimanche. Aujourd'hui, c'est un vrai levier de production. Et c'est pas juste moi qui le dis. Enfin, on voit des entreprises sortir des MVP en une semaine, automatiser des process internes hyper complexes, ou encore créer des back-office entiers sans une ligne de code. Moi, là où je pense que le no-code brille aujourd'hui, c'est quand vous avez besoin, soit tester une idée rapidement, un concept, un usage, mettre en place un outil interne comme un CRM, un ERP, automatiser un process sans dépendre d'un outil du marché, ou simplement publier quelque chose de simple, votre landing page, votre CMS, une petite app mobile light, quoique là-dessus, le no-code est quand même un peu moins avancé.
C'est rapide, c'est économique et surtout, ça met le pouvoir entre les mains des équipes métiers. Et ça, c'est une vraie révolution. Mais attention, le no-code n'est pas magique. Il a aussi ses limites et ça, faut les connaître. Dès que vous entrez dans des cas un peu complexes, ça commence à coincer. Si vous devez gérer des logiques métiers très spécifiques, des calculs complexes, des règles de sécurité avancées, ou en gros de la scalabilité à très grande échelle, là, le no-code montre ses limites. Et puis il y a un autre sujet qu'on oublie quand même souvent, c'est-à-dire la dépendance aux plateformes. Parce que quand vous construisez un outil 100% sur un outil no-code, vous dépendez de sa techno, de ses limites, de son prix. Et parfois, vous vous retrouvez bloqué un moment sans l'avoir anticipé. Ou même face à l'explosion de l'usage de la plateforme, vous vous retrouvez à dépenser des sommes folles. Bon, limite là, c'est souvent bon signe parce que ça veut dire que la plateforme a fonctionné. Donc le no-code ne remplace pas tout, mais il remplace déjà énormément de cas d'usage. Et surtout, il permet une chose très puissante, c'est-à-dire de faire entrer tout le monde dans la boucle de création d'un outil. Pas seulement les devs, mais les ops, le marketing, les RH, le produit. Et ça, c'est un vrai changement de culture. On passe d'un monde où seuls les devs pouvaient construire à un monde où tout le monde peut créer des outils. Et ça, c'est pas juste une tendance. C'est probablement l'évolution la plus grosse de ces dernières années. J'ai pas mal discuté avec des fondateurs, des PM, des CTO, etc., des gens qui ont testé en gros les deux approches, commencer vers du no-code, puis migrer progressivement vers du code quand c'était nécessaire. Et ce qui ressort de toutes ces discussions, c'est une logique simple, mais super puissante. Commencer léger, valider, puis renforcer. Le no-code, pour eux, c'est devenu l'outil idéal pour faire ce qu'on appelle un proof of concept, c'est-à-dire un POC. Vous n'avez pas besoin de recruter une équipe de dev dès le premier jour, vous n'avez pas besoin de verrouiller vos specs, on construit quelque chose de fonctionnel, en quelques jours ou quelques semaines, on le met entre les mains des utilisateurs, on observe, on apprend, bref, tout ce qui est ligne quoi. Et très souvent, ça suffit déjà pour trancher, vous pouvez répondre à vos questions, est-ce que ça répond aux vrais besoins du marché, est-ce que les gens s'en servent, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin. En fait, l'idée de fond, c'est que tout le monde dans l'équipe puisse construire et pas seulement les devs. Pas besoin de maîtriser React, Laravel, Node pour faire avancer un produit, ce qu'il faut, c'est la capacité, le mindset de tester des choses, de créer de la valeur et d'être autonome sur les itérations. Et le no-code aujourd'hui, il donne ce super pouvoir à des gens qui ne l'avaient pas forcément avant. Et c'est ça que beaucoup de fondateurs me disent, on a pu tester des idées, lancer des projets internes, créer de la valeur, sans avoir besoin d'un budget tech ou d'une roadmap de 6 mois. Alors oui, dans certains cas, ils finissent par passer sur du code, surtout quand la feature est mature. Mais cette transition, elle ne remet pas en cause l'intérêt du no-code au départ. Au contraire, moi je trouve qu'elle la renforce. Parce que quand vous avez déjà validé l'usage, quand vous savez que le produit répond à un vrai besoin, là, vous pouvez justifier un investissement plus lourd dans du développement custom par exemple. Et surtout, vous partez avec une vision quand même assez claire, un produit qui est testé, sur lequel vous avez beaucoup itéré, et puis une équipe qui est alignée sur le besoin. En fait, la majorité des projets qui marchent bien aujourd'hui, ils ont une logique hybride. On commence en no-code et on passe sur du code quand c'est le bon moment. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, c'est souvent ça la vraie bonne stratégie. Alors on fait quoi? Code, no-code? C'est la question qu'on me pose tout le temps. Et ma réponse, elle est toujours la même. Les deux. Mais pas en même temps. Et surtout, pas n'importe comment. Le no-code et le développement custom, c'est pas l'un contre l'autre. Enfin, c'est pas blanc ou noir. C'est deux outils, deux approches avec des logiques différentes et des moments un peu différents pour les utiliser. Donc si vous avez besoin d'aller vite, si vous avez un budget qui est serré, si vous voulez tester une idée ou simplement construire un outil interne, allez sur du no-code. C'est vraiment fait pour ça. Vous allez gagner du temps, réduire les risques et avoir des retours terrain sans attendre 6 mois. En revanche, si vous êtes sur un produit cœur de métier, que vous devez gérer des logiques assez complexes, des enjeux de scalabilité, une intégration avec le SI, ou que vous voulez même garder la main à 100% sur l'archi, là c'est clair, le développement sur mesure s'impose. Et surtout, et ça je le répète souvent, vous pouvez très bien faire les deux, mais à des moments différents. Vous commencez avec un petit no-code, vous testez, vous apprenez, vous validez, et une fois que vous êtes sûr, là, vous basculez vers du code, brique par brique, pour aller plus loin, stabiliser et industrialiser. Ça, c'est une approche qui est super saine et que je recommande à 100%. Elle est moins risquée, elle est plus agile et souvent beaucoup plus rentable. Donc au lieu de vous demander est-ce que je dois faire coder mon logiciel ou est-ce que je peux tout faire en no-code, posez-vous cette question, où est-ce que j'en suis dans le cycle de vie de mon produit? Et donc, quel est le bon outil pour cette étape? Le code, le no-code, c'est un moyen. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est pas la techno, c'est ce que vous en faites et le timing avec lequel vous le faites. Alors oui, en 2025, on n'a jamais eu autant d'options pour créer un logiciel, mais c'est super. Vous pouvez coder, vous pouvez pas coder, vous pouvez commencer léger, scaler ensuite, ou construire une base saine dès le départ. Mais au fond, la vraie question, c'est pas est-ce que je fais du code ou du no-code, la vraie question, c'est comment je valide mon idée le plus vite possible, donc comment j'apporte le maximum de valeur en un minimum de temps, et comment je fais en sorte de ne pas perdre la main sur ce que je construis. C'est ça l'enjeu, c'est pas la techno, c'est pas le débat puriste qu'on peut voir depuis des mois, mais le bon choix au bon moment pour le bon usage. Et franchement, si ce podcast vous a aidé à voir les choses un peu plus claires, si vous avez une idée en tête, un projet à lancer ou juste envie d'en discuter, carrément chaud pour en discuter, mettez-moi un petit commentaire et puis on se revoit très bientôt. Merci beaucoup.